Retour dans l'histoire sur les droits collectifs des francophones en Alberta. Avant la création de l'Alberta en 1905 et avant l'arrivée des Européens, la région était occupée par les Amérindiens, les Premières Nations. Les Français furent les premiers Européens dans cette région du Nord-Ouest où, en 1731, ils établirent des communautés sur les cours d'eau et les postes de traite. En 1752, les Français construirent le fort de la Jonquière, désignant l'honneur du gouverneur de la Nouvelle-France, Jacques-Pierre de Taffanel de la Jonquière. Ce fort aurait été construit le long de la rivière Bow, près de l'actuelle ville de Calgary. C'était l'un des plus éloignés de Québec, avec le fort La Biche et le fort de la Corne. Le fort de la Jonquière fut abandonné lors de la conquête britannique vers 1760. La terre de Rupert restait sous contrôle britannique, mais le territoire était administré par une compagnie privée bien connue aujourd'hui, la Hudson Bay Company, ou la Compagnie de la baie d'Hudson. Certains d'entre vous connaissent cette compagnie par The Bay. Le monopole commercial de la Compagnie de la baie d'Hudson fut aboli en 1859, alors que le marché de cette immense région s'ouvrit à tous les entrepreneurs. Le bilinguisme de la Compagnie de la baie d'Hudson. Durant près de 2 siècles, la Compagnie de la baie d'Hudson assura le bon ordre sur le territoire et veilla au fonctionnement des établissements d'ordre administratif, religieux, éducatif, commercial, etc. La Compagnie de la baie d'Hudson avait établi à partir de 1835 un gouvernement civil centralisé dans le district d'Assiniboine, aux environs de la ville actuelle de Winnipeg, et composé d'un gouverneur, d'un greffier et d'une dizaine de conseillers. La Compagnie de la baie d'Hudson a pratiqué un bilinguisme anglais-français dans le respect des communautés anglophones et francophones, et ce, peu importe la confession religieuse. De nombreux Européens, tant francophones qu'anglophones, s'étaient établis de façon permanente sur ce territoire que l'on nommait à l'époque le territoire du Nord-Ouest. Beaucoup de francophones et anglophones avaient épousé des Amérindiennes, ce qui avait donné naissance aux communautés métisses francophones et anglophones. Le français et l'anglais jouissaient d'un statut officiel au Conseil d'Assiniboine, soit la colonie de la Rivière-Rouge, près de la ville actuelle de Winnipeg, et à la Cour générale. Les lois étaient lues à haute voix dans les 2 langues, au moins 2 fois par année. Le Conseil a adopté en 1852 et en 1863 des consolidations de lois révisées, et ce, en anglais et en français. En 1838, le gouverneur de la terre de Rupert, Sir George Simpson, signala au premier greffier qu'une maîtrise du français constituait une condition préalable à l'exercice de ses fonctions judiciaires. Et il dit: « Je présume que vous êtes capable de vous exprimer en français avec une parfaite facilité, étant donné qu'on peut dans une large mesure le considérer comme la langue du pays, et que vous ne seriez pas qualifié pour le poste si vous ne le possédiez pas. » Il parle du français. Lettre de Sir George Simpson à Adam Thom, le 5 janvier 1838. Plus tard, la Compagnie de la baie d'Hudson a même congédié le juge Adam Thom en 1852 du fait qu'il ne maîtrisait pas suffisamment le français. Il fut remplacé
par un greffier bilingue formé en France. Le conseil d'Assiniboine exigeait du greffier qu'il prenne la parole à la Cour générale en français et en anglais toutes les lois impliquant des intérêts canadiens ou métis. À l'époque, canadien signifiait francophone. Dans un procès où les intimés et les appelants étaient francophones, la procédure se déroulait habituellement en français, alors que les jurys étaient composés uniquement de francophones. C'était aussi le cas d'une procédure en anglais, lorsque les intimés et les appelants étaient anglophones. Il y avait aussi des procès bilingues. La procédure de la Cour générale se déroulait alors dans les deux langues, avec interprétation en anglais et en français, tandis que les jurys étaient composés à égalité d'anglophones et de francophones. En somme, la terre de Rupert était un pays bilingue, à la plus grande satisfaction de tous ses habitants. L'achat des territoires du Nord-Ouest, ou la terre de Rupert, par le Canada. Avant la création de la Confédération canadienne en 1867, la Grande-Bretagne et le gouvernement canadien entreprirent le processus d'annexion des terres de Rupert et des territoires du Nord-Ouest. Toutefois, le Canada déclara sa prise de possession des terres avant que la population locale ne soit consultée, ce qui représentait environ 100 000 personnes à l'époque. Les habitants de ces territoires résistèrent agressivement à la transaction imposée. Par exemple, la rébellion de la Rivière-Rouge de 1869-1870 que nous allons aborder plus tard dans le chapitre 4. En 1869, dans le but de réduire les tensions et de rassurer les habitants des territoires, le gouverneur général, Sir John Young, émit un document officiel stipulant une liste de droits dont celui garantissant le bilinguisme dans l'ensemble des institutions et de l'enseignement. Au cours du temps, les territoires du Nord-Ouest furent redécoupés pour donner naissance au Manitoba, pour permettre l'extension de l'Ontario et pour donner naissance à l'Alberta et à la Saskatchewan. En 1875, le Parlement fédéral adopta la loi constitutionnelle des territoires du Nord-Ouest, officiellement the Northwest Territory Act of 1875, laquelle fut modifiée en 1877 pour inclure l'article 110 imposant l'obligation constitutionnelle contenue dans l'article 133 de la Constitution canadienne, soit le droit à une législature et à des tribunaux entièrement bilingues. Par la loi sur les territoires du Nord-Ouest de 1877, la Constitution de ces territoires garantissait le bilinguisme à l'Assemblée législative et dans les tribunaux. Par la suite, le Conseil des territoires du Nord-Ouest a adopté ces projets de loi en anglais et en français, et il les a fait publier dans les deux langues dans la Gazette du Manitoba. Puis, avec les années, l'article 110 de la loi sur les territoires du Nord-Ouest fut moins appliqué, de sorte que les francophones perdirent graduellement, petit à petit, la plupart de leurs droits. Les autorités des territoires avaient fini par trouver onéreux, cher, ce bilinguisme officiel, environ 400 $ par année à l'époque. Ils trouvèrent toutes sortes de complications pour mettre fin à ce système, le système du bilinguisme officiel. Une ordonnance de 1892 fit de l'anglais
la seule langue admissible dans les écoles et les tribunaux. Le Conseil du territoire du Nord-Ouest abolit ensuite les écoles séparées, c'est-à-dire les écoles catholiques et françaises. En 1905, la création des provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan. En matière de langue, l'Alberta n'a jamais voulu appliquer les dispositions de la loi sur les territoires du Nord-Ouest, prévoyant l'utilisation facultative du français et de l'anglais à l'Assemblée législative, dans les textes de loi et dans les tribunaux. La loi prescrivait aussi l'usage obligatoire de l'anglais et du français dans la rédaction des décisions des tribunaux, des lois, des procès-verbaux et des archives de l'Assemblée des territoires. Le législateur a reconnu les droits confessionnels des citoyens, mais pas les droits linguistiques. En fait, le français fut banni illégalement des domaines de la législation et de la justice, car la loi sur les territoires du Nord-Ouest était une loi constitutionnelle. En 1969, le gouvernement modifiait l'Alberta School Act, soit la loi scolaire de l'Alberta, en autorisant l'usage du français dans les écoles bilingues de la première à la 12e année. Ensuite, les jugements des tribunaux sont venus remettre en question la politique linguistique traditionnelle de l'Alberta. Par exemple, l'affaire Pickett. L'affaire Léo Pickett. En 1987, M. Léo Pickett, un député albertain francophone, se vit refuser le droit de parler français à la législature provinciale. Le droit de parole lui fut retiré par le président de la Chambre parce qu'il s'était exprimé en français et que, selon lui, le président de la Chambre, cette langue ne jouissait d'aucune reconnaissance juridique à la législature albertaine. De plus, le député a dû présenter des excuses pour avoir défié l'autorité du président de l'Assemblée législative. Par la suite, le député logea une plainte devant les tribunaux. L'affaire fut classée l'année suivante lors de l'arrêt de la Cour suprême du Canada. En résumé, avant de devenir une province, l'Alberta faisait partie des territoires du Nord-Ouest, qui étaient officiellement bilingues et avaient des écoles protestantes et catholiques financées par les fonds publics. La loi sur les territoires du Nord-Ouest de 1877 et surtout l'article 110 de cette loi prévoyait que toute personne pourra faire usage soit dans la langue anglaise, soit dans la langue française dans les débats de l'Assemblée législative des territoires, ainsi que dans les procédures devant les cours de justice. Je vous rappelle que la province de l'Alberta fut créée en fractionnant les territoires du Nord-Ouest en 1905. La résolution de Holtin a été proposée en 1892 par le premier ministre du territoire, Frédéric Holtin, et adoptée par l'Assemblée des territoires. Elle exigeait que les délibérations se fassent en anglais seulement à l'Assemblée législative. Il a fallu attendre l'affaire Léo Pickett en 1987 et la décision de la Cour suprême du Canada en 1990 pour rétablir l'usage du français à l'Assemblée législative albertaine. L'arrêté numéro 22 en 1892 a fait de l'anglais
la langue d'enseignement dans toutes les écoles du territoire du Nord-Ouest. Il a fallu attendre 1984 pour voir ouvrir les deux premières écoles francophones financées par les fonds publics en Alberta. On va en parler plus tard.